Ravi d'animer ce nouveau webinaire donc, sur le sujet de l'assurance vie dans le cadre de l'expatriation au Portugal. Oula. Alors, donc, aujourd'hui, on va voir en fait différentes choses. Donc, d'abord, l'intérêt souvent de l'expatriation au Portugal. Une des choses qu'on vient chercher, c'est le bénéfice d'un régime qu'on appelle le régime RNH, qui est un régime de faveur qui permet de bénéficier de certains avantages fiscaux. On va voir que ce régime a certaines limites en fait dans le temps et que pour pallier à ces limites, pour adapter un cadre fiscal avantageux dans le temps, l'enveloppe assurance vie peut être adaptée à ça. Donc, on reviendra sur les avantages de l'enveloppe assurance vie. On verra pourquoi il est préférable de privilégier un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois plutôt qu'un contrat d'assurance vie de droit français. Et enfin, on terminera sur quelques thématiques d'investissement qui nous paraissent pertinentes au sein du contrat dans le contexte actuel. Donc, si vous avez des questions, je crois que vous pouvez les poser dans la box et que Rachel me fera signe au moment opportun. Donc d'abord, petit rappel sur le régime de faveur RNH résident non habituel qu'on vient chercher. Donc, c'est un régime qui permet en fait pendant 10 ans de bénéficier d'une exonération d'impôts au Portugal sur l'ensemble des revenus de sources étrangères. Donc, pour un Français qui part au Portugal, sur l'ensemble de ses revenus de sources françaises, dès lors qu'ils subissent déjà une fiscalité sur place. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que quand on part en étant actif au Portugal, si on va être salarié au Portugal, travailleur indépendant au Portugal et qu'on travaille dans un secteur d'activité qui est considéré comme à haute valeur ajoutée, alors on peut bénéficier d'un taux d'imposition forfaitaire à 20% sur ses revenus, qui va être beaucoup plus intéressant que d'être imposé classiquement au barème d'impôt sur le revenu portugais, qui est un barème très pénalisant par rapport au barème français. Donc, c'est les principaux avantages. Pour bénéficier de ce régime, il y a quelques conditions. Il ne faut pas avoir été résident fiscal portugais au cours des 5 dernières années. Il faut être résident fiscal portugais de manière effective, c'est-à-dire avoir sa résidence habituelle, y séjourner plus de 180 jours par an au moment où on demande le régime et en faire la demande auprès des autorités locales. Alors, ce régime, c'est un régime qui dure 10 ans. Et pendant ces 10 ans, on va avoir des avantages, surtout pour les personnes qui touchent des revenus du patrimoine de source française comme des intérêts ou des dividendes. Donc, quand on touche des intérêts ou des dividendes en France, ces flux ils sont imposés au taux de 30%. Si vous vous expatriez au Portugal dans le cadre du régime résident non habituel, que vous continuez de toucher ces revenus, ils vont avoir une fiscalité 2 fois moins importante. En gros, vous allez économiser la moitié d'impôts. Ces avantages, en fait, ils vont durer le temps du régime, puisque après 10 ans, on va sortir de ce régime de faveur et retomber dans une fiscalité classique portugaise. Et le Portugal, c'est quand même pas un paradis fiscal sur ces taux de base. Donc concrètement, vous serez imposé sur ces revenus de nouveau à 28%. Donc en France, c'est imposé à 30%. Au Portugal, hors système de faveur, c'est 28%. Donc c'est un petit peu mieux, mais c'est à peu près la même chose. L'idée, autre chose, il n'y a aucun avantage fiscal à partir au Portugal pour avoir une exonération d'impôt sur les plus-values. Vos plus-values, qu'elles soient de source française ou portugaise, elles seront de toute façon imposées au Portugal autour de 28%, qu'on soit RNH ou non. L'idée, c'est que l'enveloppe assurance vie, quand on place son argent dans une assurance vie plutôt que de laisser son argent sur un compte courant, sur un compte titre, sur un PEA, on va bénéficier d'un régime fiscal qui va être avantageux dans le temps, souvent après 8 ans, et surtout qui va être stable, quel que soit le régime de faveur ou non qu'on a. Alors, un des atouts de l'assurance vie qu'il faut avoir en tête, c'est aussi l'aspect successoral. Donc, avant de rentrer plus dans les détails sur l'assurance vie, petit rappel sur les droits de succession en France. Donc, quand on part au Portugal, il y a une exonération totale de droits de succession. Donc, il n'y a pas de droit de succession, il n'y a pas de droit de donation envers les enfants. Mais pour bénéficier de ça, il faut être soi-même au Portugal d'une part, mais il faut aussi que ses héritiers ne soient plus résidents fiscaux français. Et il faut aussi ne plus avoir de patrimoine en France parce que
Si on a des héritiers en France ou si on détient du patrimoine en France, on a toujours des droits de succession français qui s'appliquent sur ce patrimoine. Les droits de succession en France, ils sont assez élevés. Quand on transmet à des gens qui ne sont pas nos enfants, donc un frère, une sœur, un neveu, une nièce, d'autres personnes, on peut être taxé entre 45 et 55%. Donc, c'est très fort. Et quand on transmet à ses enfants, ce qui est le plus classique, on a un abattement de 100 000, on transmet son patrimoine. Il y a 100 000 euros par enfant et par parent qui ne vont pas être taxés, qui vont être exonérés de droits de succession. Et tout ce qui dépasse, ça va être imposé à un barème progressif qui jusqu'à 500 000 euros est tolérable. Jusqu'à 500 000 euros de patrimoine transmis, on est à 20%. Et quand on dépasse ces sommes, quand on va transmettre des sommes assez importantes, notamment quand on a de l'immobilier à transmettre, on peut atteindre des tranches à 40 à 45%. Donc, c'est un impôt qui est très fort en France. Le fait de loger des liquidités dans un contrat d'assurance vie plutôt que sur un compte courant, ça va permettre aussi de transmettre son patrimoine à ses héritiers avec un régime de faveur. Donc, typiquement, quand on ouvre une assurance vie, qu'on verse dessus avant 70 ans, si on décède, les sommes qu'on a placées en assurance vie, elles vont être transmises aux bénéficiaires qu'on a choisis avec un abattement supplémentaire de 152 000 euros par bénéficiaire, en plus des réductions classiques dont j'ai parlé avant, de 100 000 euros. Donc, ça permet loger son patrimoine dans l'assurance vie. Ça permet, au cas où ses héritiers sont en France, de leur transmettre en fait un patrimoine 152 000 euros en plus en franchise de droit de succession. Et au-delà de ça, on a un barème spécifique à la transmission via l'assurance vie qui est quand même beaucoup plus avantageux que le barème des droits de succession hors assurance vie, puisque jusqu'à 800 000 euros transmis, on va être imposé à 20%. Au-delà, quel que soit le montant, on va être imposé à 30%, contre 30, 40, 45% dans le barème classique. Alors, voilà pour l'idée générale. Donc, l'idée, c'est que, certes, si vous partez au Portugal, vous allez bénéficier d'un régime de faveur pendant quelques années qui va être favorable sur certains revenus, mais ce régime de faveur, il ne va pas durer tout le temps. Donc, il faut organiser son patrimoine en anticipant la suite, en anticipant ce qui va se passer quand on va sortir de ce régime. Et d'autre part, si on garde des liens avec la France, patrimoine en France, enfant en France, il y a un point qui est important à anticiper, c'est la transmission de son patrimoine. Et là, vous allez toujours être taxé en France, à moins de couper tout lien et de partir. Donc, l'assurance vie est adaptée sur le principe. Maintenant, je vais rappeler comment fonctionne l'assurance vie, quelle est la fiscalité que vous allez avoir à l'intérieur et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'intéressant en termes de placement. Donc, l'assurance vie, c'est une enveloppe de placement toute simple. C'est comme quand on ouvre un livret, c'est comme quand on ouvre un compte titre. C'est une enveloppe de placement sur lesquelles les sommes qu'on place restent disponibles quand on veut. Donc, on peut faire des retraits du montant qu'on veut, quand on veut. Il n'y a aucun blocage. Souvent, on entend qu'il y a un blocage sur une durée de 8 ans. Ce n'est pas vrai. C'est un placement où des retraits sont possibles, où les sommes sont disponibles. C'est un placement qui permet de favoriser la capitalisation dans le temps, donc le développement de son capital, parce qu'il n'y a aucune fiscalité au sein de l'enveloppe tant qu'on ne fait pas de retrait. Donc, tant que les sommes restent dans l'assurance vie, si on fait des plus-values sur quelque chose, qu'on revend, qu'on achète autre chose, il n'y a aucune taxation. Donc, ça permet d'avoir une base qui capitalise plus fortement que sur un compte titre, par exemple, où quand vous faites une plus-value, il y a une fiscalité immédiate et donc ça diminue le capital qui reste investi par la suite. On peut faire des versements sur l'enveloppe quand on veut, soit ponctuellement, soit on peut mettre en place des versements programmés, dire voilà, je verse 1 000 euros tous les mois automatiquement. De même, on peut mettre en place des retraits programmés si on a besoin de revenus complémentaires. On peut dire voilà, automatiquement, je retire 3 000 euros par mois sur mon assurance vie et ça tombe sur mon compte et donc j'ai des liquidités pour vivre. Comme j'ai dit, c'est un outil de transmission avantageux. Donc, quand on ouvre une assurance vie, on désigne un ou plusieurs bénéficiaires. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre épouse, ça peut être des amis, des neveux, des nièces.
Et quand on décède, le capital qui est logé sur l'enveloppe est transmis à ces bénéficiaires désignés dans un régime de faveur. Enfin, l'assurance vie, c'est une enveloppe qui est insaisissable quand on a des dettes et qu'on est poursuivi par des tiers. Ces tiers, ils ne vont pas pouvoir saisir le patrimoine qui est logé dans une assurance vie si jamais vous avez des difficultés financières ou autres. Sur un contrat français, quand on place son argent sur un contrat d'assurance vie, l'argent, il est logé en fait dans les comptes de l'assureur. Donc, le principal risque de ce placement, c'est la faillite de l'assureur auprès duquel on ouvre le contrat. Donc, si je joue un contrat auprès d'AXA ou de Generali, mon risque, c'est que AXA ou Generali fasse faillite. Dans ce cas-là, on est couvert sur les sommes qu'on a placées à hauteur de 70 000 euros par contrat et par assureur. Tout ce qui dépasse, potentiellement, on est perçu de le récupérer. Mais bon, là, on est dans un scénario catastrophe et c'est le même sujet sur vos comptes bancaires. Hein. Si vous avez une somme importante sur un compte courant en banque et que la banque fait faillite, vous n'êtes pas garanti sur vos avoirs au-delà de 100 000 euros. Donc, pas de fiscalité sur l'assurance vie tant qu'on ne fait pas de retrait. Quand on fait un retrait sur le contrat, on va être imposé uniquement sur son gain, sur la plus-value. On n'est jamais imposé sur le capital qu'on a versé. Si je verse 100 000 euros, que ça devient 120 000 euros et que je retire, je n'aurai jamais de fiscalité sur le capital initial que j'ai versé, sur les 100 000 euros que j'ai versés. En revanche, je vais avoir une fiscalité sur la plus-value sur mon gain. La fiscalité sur le gain, elle va être dégressive avec le temps. En France, quand on fait un retrait avant 8 ans, sur un contrat d'assurance vie, la plus-value, elle est imposée à 30%, ce qui n'est ni mieux ni moins bien que tout autre gain fait sur un placement par ailleurs. Après 8 ans, pour la majorité des retraits, on va être imposé à 17,2% au lieu de 30%, donc beaucoup moins, ce qui est assez avantageux et plus avantageux que sur les autres placements qu'on peut faire par ailleurs. Quand on part au Portugal, c'est la fiscalité portugaise qui s'applique et elle est également favorable dans le temps. Donc, au Portugal, pour bénéficier d'une fiscalité favorable en assurance vie, il faut quand même avoir versé un montant important quand on ouvre le contrat. C'est-à-dire, au moment où vous allez retirer de l'argent, il faut que sur la valeur du contrat, il y ait un tiers de la valeur du contrat, 35%, qui a été versé en gros pendant la première moitié de durée de vie du contrat. Donc, pour bénéficier d'un régime de faveur au Portugal, il ne faut pas ouvrir un contrat avec 20 000 euros et puis verser une somme importante quelques années avant de faire un retrait. Il faut ouvrir le contrat directement avec des sommes assez importantes. Au Portugal, quand on fait un retrait avant 8 ans, on est imposé à 28%, ce qui est plus avantageux que si on est résident fiscal français. Entre 5 et 8 ans, on est imposé à 22%, ce qui là encore est plus avantageux que les 30% d'un résident fiscal français. Et surtout, pour les retraits après 8 ans, quel que soit le moment où je le fais, on a une imposition de 11,2% sur les plus-values, donc qui est quand même beaucoup plus favorable à la fois que ce qu'on a quand on est résident fiscal français et à la fois que la fiscalité classique au Portugal des plus-values des intérêts de 28%. Donc l'assurance vie, encore une fois, ça permet de bénéficier d'une fiscalité très favorable après 8 ans sur les revenus qu'on va avoir de son capital, intérêt, plus-value. Et c'est un régime qui est fixe, qui ne dépend pas du fait de savoir si on est résident non habituel ou pas. Au sein d'un contrat d'assurance vie, une fois qu'on a décidé de placer une somme, se pose la question de sur quoi j'investis mon argent au sein de l'enveloppe. On va en général avoir accès à deux types de supports. Le premier type de support, c'est ce qu'on appelle le fonds euro à capital garanti. Donc, en général, c'est des titres de dette des États, donc la dette de la France, la dette de l'Italie, la dette de la Grèce. L'avantage, c'est que vous avez une garantie en capital, aucun risque de perdre votre argent. L'inconvénient, c'est que ça rapporte plus grand-chose. On va être autour de 1% de rendement. Et ce type de fonds, ils ont des rendements qui sont dégressifs depuis plusieurs années. Sinon, on peut placer son argent sur ce qu'on appelle des unités de compte.
Donc concrètement, c'est tout le reste. Ça va être des fonds d'investissement qui permettent d'investir ou en actions, en obligations, en immobilier, sur des placements monétaires sans risque. Donc on peut faire une allocation en fait en répartissant l'argent qu'on place sur différents supports pour être exposé à différentes classes d'actifs, bénéficier d'une diversification et aller chercher un rendement qui correspond au degré de risque qu'on est prêt à accepter, qui correspond à l'horizon de placement qu'on a. Et ce qui est important, en revanche, c'est de privilégier des contrats d'assurance vie qui sont dits en architecture ouverte, qui vont permettre en fait d'avoir accès à des fonds gérés par des sociétés de gestion indépendantes ou des banques de gestion de fortune, qui vont permettre en fait, quand on veut investir sur une classe d'actifs donnée, par exemple en actions, d'aller chercher vraiment les spécialistes de chaque secteur. Souvent, quand on ouvre un contrat auprès de sa banque, chez BNP, chez Société Générale, bah souvent, d'abord, on a des frais qui peuvent être assez élevés et surtout, on a une possibilité d'investissement au sein de l'enveloppe qui est assez réduite. Vous allez avoir accès qu'au fonds de la banque auprès de laquelle vous ouvrez le contrat. L'avantage de passer par un courtier comme moi, c'est d'avoir des contrats qui donnent accès à une multitude de fonds et des sociétés de gestion plus qualitatives que ce que vous pouvez avoir par ailleurs auprès d'un établissement classique. Quand on ouvre une enveloppe assurance vie, il y a différents types de frais qui s'appliquent. D'abord, vous allez parfois avoir des frais d'entrée, donc des frais sur les versements qu'on place quand on ouvre un contrat. Il y a des frais propres au contrat et il y a des frais qui vont être spécifiques à des supports comme les SCPI, les SCI et autres. Aujourd'hui, en général, c'est pas très normal, à mon sens, d'avoir des frais d'entrée sur un contrat. Les contrats qu'on ouvre aujourd'hui, souvent, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais sur versement. Si vous en avez, c'est quelque chose qui se négocie et il faut se poser la question. Ensuite, il y a des frais de gestion annuels sur l'enveloppe. Il y a des frais de gestion qui sont propres au support au sein desquels on va investir. Il y a des frais quand on fait ce qu'on appelle des arbitrages. Donc on change, on était investi sur un support, on change pour un autre. Il peut y avoir des frais d'arbitrage. Souvent, là encore, ils sont gratuits quand on les fait en ligne. Et il peut y avoir des frais spécifiques à des options spécifiques comme sécuriser ses plus-values, programmer des arbitrages ou ce genre de choses. Donc, maintenant, il existe des contrats français et il existe des contrats luxembourgeois. Pourquoi on va chercher à privilégier un contrat luxembourgeois plutôt qu'un contrat français? Pour différentes raisons. D'abord, on va aller chercher une meilleure sécurité. La sécurité qu'offre le Luxembourg, on va rentrer plus en détail, c'est le régime le plus protecteur d'Europe, plus protecteur que la Suisse, par exemple. C'est le régime le plus sécurisé, c'est l'endroit le plus sécurisé pour placer son argent. On va chercher une neutralité fiscale, c'est-à-dire que quand on ouvre un contrat d'assurance vie français, vous allez, où que vous alliez dans le monde, si vous partez au Portugal, vous partez dans n'importe quel autre pays, vous allez toujours avoir un lien avec la France et il y aura toujours possiblement une couche de fiscalité applicable en France. Si vous ouvrez un contrat luxembourgeois, la fiscalité du contrat va s'adapter automatiquement à votre pays de résidence. Donc, vous ouvrez un contrat d'assurance vie luxembourgeois en France. Tant que vous êtes en France, c'est exactement la même chose que d'avoir un contrat français en termes de fiscalité. Vous partez habiter au Portugal, immédiatement, c'est comme si c'était un contrat portugais. C'est le régime fiscal portugais qui s'applique et il n'y a plus aucune question avec la France. Pour autant, si vous êtes au Portugal avec un contrat luxembourgeois et que vos héritiers, vos bénéficiaires sont en France, à votre décès, au moment où les sommes vont être transmises, eux, comme ils sont en France, ils vont pouvoir bénéficier des mêmes avantages en termes de transmission qu'on a évoqué tout à l'heure que si vous aviez un contrat d'assurance vie française. Et enfin, au-delà de ces régions qui ne sont pas neutres, sécurité, neutralité fiscale, le vrai plus, c'est la flexibilité qu'offre un contrat luxembourgeois en matière de gestion financière. On peut vraiment tout faire en termes de placement. Quand on ouvre un contrat d'assurance vie français, on a un choix limité de supports proposés par l'assureur. Dans un contrat luxembourgeois, on peut investir sur ce qu'on veut.
on peut investir directement en actions en titre vif, on peut avoir les mêmes fonds que sur un contrat d'assurance vie français, on peut investir en private equity dans des fonds, dans les meilleurs fonds mondiaux en fait, de private equity. On peut avoir de la gestion sur mesure dédiée, on peut avoir plein de choses en termes de gestion financière pure, donc de capacité à générer de la performance qu'on n'a pas dans un contrat d'assurance vie français. Alors, petit zoom sur la sécurité offerte par un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc, la première chose, c'est que en France, quand on a un contrat d'assurance vie, si jamais un jour il y avait une crise systémique, si jamais il y avait une crise financière importante, il y a une loi qui existe, qui s'appelle la loi Sapin 2, qui permet aux assureurs en fait, de bloquer les retraits pendant quelques mois, de vous empêcher de retirer votre argent pour éviter une crise de panique où tout le monde se mettrait à retirer son argent en même temps, ce qui pourrait entraîner des faillites d'assureurs. Donc, c'est quelque chose qui est prévu. Quand on a un contrat de droit luxembourgeois, cette loi, comme l'argent n'est pas en France, ne peut pas s'appliquer. Donc, premier truc, c'est que ça empêche d'être bloqué par la loi Sapin 2. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, quand on a son argent sur un contrat d'assurance vie français, le risque, c'est la faillite de l'assureur. En cas de faillite de l'assureur, je ne suis couvert qu'à hauteur de 70 000 euros. Quand j'ai un contrat luxembourgeois, j'ai ce qu'on appelle un super privilège. Donc, il y a un plafond maximal de garantie. La garantie, elle n'est pas plafonnée. Et surtout, je suis créancier de premier rang. Donc, je suis sûr de récupérer mon argent en priorité par rapport à tous les autres créanciers de l'assureur. Alors qu'en France, en cas de faillite, j'arrive après beaucoup de monde, après les salariés, après les banques et autres. J'ai une petite question, Olivier, à propos de ton tableau, parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres aussi qui se posent la question. Donc, en fait, quand on est citoyen français, qu'on souhaite émigrer donc au Portugal et qu'on veut prendre l'option d'un contrat luxembourgeois, le contrat, je veux juste vérifier, le contrat, il reste français, donc sous supervision luxembourgeoise, ou il devient luxembourgeois? Quelle est la meilleure option? D'accord, alors je vais y venir après, ça va être des questions de montant. En fait, la meilleure option quand on peut souscrire un vrai contrat luxembourgeois, c'est-à-dire qu'il faut un investissement minimum de 250 000 euros. Là, on a un contrat luxembourgeois logé au Luxembourg. Donc, je l'ouvre en France. Le contrat, il est de toute façon au Luxembourg. Enfin, on peut l'ouvrir depuis la France avec la même simplicité qu'un contrat français, mais il est de toute façon au Luxembourg. L'argent est au Luxembourg. Donc, tant que je suis en France, c'est la fiscalité française qui s'applique. Demain, je pars au Portugal. L'argent est toujours au Luxembourg et c'est la fiscalité portugaise qui s'applique. Ça, c'est le vrai contrat luxembourgeois. C'est ce qui est préférable dès lors qu'on a la possibilité, dès lors qu'on a au moins 250 000 euros à investir. Si on a moins de cette somme à investir, à partir de 20 000 euros, on peut ouvrir ce qu'on appelle des contrats de droit français sous supervision luxembourgeoise, où là, en fait, ça va simplement être un contrat français avec les mêmes caractéristiques qu'un contrat français qui va toujours rester français en termes de fiscalité. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va quand même bénéficier de la sécurité du triangle de sécurité luxembourgeois, de la sécurité du Luxembourg. Donc, c'est pour des sommes d'investissement plus petites, n'importe qui à partir de 20 000 euros pour ouvrir ça. Ça permet simplement d'avoir un contrat français, en fait, mais qui a une meilleure sécurité, qui a les mêmes sécurités en cas de faillite de l'assureur, etc. Donc, il y a deux choses. OK, donc admettons qu'un citoyen français a justement cette option-là. Il a un contrat de droit français sous supervision luxembourgeoise. Donc, il bénéficie en fin de compte, le principal avantage, c'est la sécurité luxembourgeoise. Mais admettons donc qu'il parte au Portugal, il est encore assujetti à la fiscalité française ou à la fiscalité portugaise? Non, il sera il sera assujetti à la fiscalité portugaise de toute façon. En fait, avec le Portugal, il y a pas de problème. Le seul risque qu'il va y avoir, c'est sur l'aspect transmission. Des fois, il y a un risque de double imposition de la succession dans certains pays, etc. Mais bon, quand on part au Portugal en termes de fiscalité, que ce soit un vrai contrat portugais ou que ce soit un contrat de droit français sur supervision luxembourgeoise, il ne va pas y avoir beaucoup de différences. Ça va juste être un peu plus compliqué administrativement quand vous faites des retraits. C'est-à-dire qu'il va y avoir, si c'est un contrat français, il va y avoir une retenue à la source, un impôt
prélevé en France sous forme de retenue à la source. Ensuite, vous allez avoir un impôt au Portugal et puis un crédit d'impôt pour vous rembourser l'impôt que vous avez payé en France, etc. Donc, ça va être plus compliqué. Si vous avez un contrat directement luxembourgeois, c'est plus simple administrativement. Mais en termes de taux, ça va être la même chose. Et toi, qu'est-ce que tu préconises alors? Donc, le contrat de droit français sous supervision luxembourgeoise ou alors le vrai contrat luxembourgeois? Eh bien, c'est pour quelqu'un qui a plus de 250 000 euros à investir, il faut avoir un vrai contrat luxembourgeois parce que ça permet des placements plus sophistiqués et des solutions plus intéressantes de placement qu'un contrat de droit français. Maintenant, sur l'aspect fiscalité en tant que tel, ça va être la même chose. Ce qu'on va aller chercher dans un contrat luxembourgeois, c'est aussi la performance financière qu'on va avoir plus facilement de par la flexibilité des supports d'investissement auxquels on va avoir accès qu'on n'a pas dans un contrat français. Mais l'autre chose sur l'aspect sécurité, déjà, il vaut mieux avoir un contrat français sous supervision luxembourgeoise qu'un contrat français normal. Et ensuite, si on a les sommes suffisantes, il vaut mieux avoir un contrat luxembourgeois, 100% luxembourgeois. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair, parce que c'est une question qui me travaillait quand j'ai vu le tableau. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet donc, du contrat d'assurance? Je pense que les gens sont à peine réveillés ce matin, Olivier. Oui, c'est pas grave. Ok, alors, tu peux continuer. Ah, il y a quand même il y a une question qui est arrivée de Florence. Pouvez-vous nous donner les frais de gestion par an et tous les autres frais? Alors non, je ne peux pas parce que ça dépend des montants investis, ça dépend de l'assureur. Donc là, en fait, les frais, il y a des frais de base qui sont à chaque fois variables en fonction des montants, quoi. En fonction des montants et des placements adoptés. Voilà. Ok. Mais on peut en discuter sans problème. Oui. Enfin, les frais, je vais venir, enfin, si c'est une question de l'assureur, je vais venir après. Donc, comme je disais, un des avantages, des gros avantages du contrat. Excuse-moi, Olivier, donc elle a demandé donc les frais sur 1 million d'euros correspondraient plus ou moins à quoi? Vraiment, ça dépend des assureurs et ça dépend. En gros, les frais de gestion sont un petit peu plus chers que sur un contrat français, mais on s'y retrouve. Donc, sur un contrat français, les frais de gestion annuels, ils vont être de l'ordre de 1%. Sur un contrat luxembourgeois, sur 1 million d'euros, on va être peut-être à 1,40 de frais de gestion annuels pour l'enveloppe du contrat. Mais après, il y a les frais propres à chaque placement. Et d'un autre côté, les frais de gestion du contrat vont être 1,40, donc peut-être un peu plus cher que les 1% d'un contrat français. Mais d'un autre côté, sur les placements qu'on fait dans l'enveloppe, on va avoir des frais inférieurs. Donc l'un dans l'autre, c'est souvent plus intéressant en termes de frais d'avoir un contrat, enfin en termes de rendement global net de frais, d'avoir un contrat luxembourgeois plutôt qu'un contrat français. Mais les frais, ils dépendent vraiment des placements qu'on fait, quoi. Il y a les frais du contrat en eux-mêmes. Donc, pour 1 million d'euros, ça va être, je dis, de l'ordre de 1,35, 1,40. Après, ça dépend des assureurs et c'est négociable. Mais après, au sein de l'enveloppe, on investit son argent sur des supports d'investissement et les supports d'investissement ont leurs propres frais. Donc, c'est un compromis après entre les frais des supports et les frais du contrat. Donc, c'est un peu plus complexe que de donner une réponse malheureusement basique comme ça. En gros, il y a pas en général, nous, on ne met pas de frais, pas de frais sur versement, donc pas de frais d'entrée. Sur 1 million d'euros, on va être à des frais de gestion de l'ordre de 1,40, mais c'est à discuter. Et ensuite, il faut voir les placements qu'on fait au sein du contrat en fonction des objectifs. Est-ce que ça répond à la question, Rachel? Je pense que oui. Et il y a Damien qui pose une autre question. Quelle est la date qui fait foi? La date d'ouverture du contrat ou la date de versement? En fait, c'est la date. En général, c'est la date de fin. Quand on ouvre le contrat, on fait forcément un versement en même temps, quoi. Après, vous avez un délai de rétractation de 30 jours. Donc, c'est-à-dire, souvent, c'est quand on signe les papiers
Souvent, c'est l'émission de ce qu'on appelle les conditions particulières. Donc, quand on ouvre un contrat d'assurance vie, on signe les papiers. En général, on verse la somme d'argent associée au moment de l'ouverture, hein. Après, vous avez 30 jours pendant lesquels vous pouvez renoncer au contrat. Donc, vous pouvez dire finalement, j'en veux pas, je récupère mon argent. Et à l'issue de ces 30 jours, le contrat il est ouvert, il fonctionne et vous recevez ce qu'on appelle les conditions particulières du contrat avec la date d'ouverture, etc. Okay. Bon, excuse-moi de t'avoir interrompu. Aucun problème, aucun problème. Donc, je reviens sur ce qu'on peut faire en termes de placement au sein d'un contrat luxe. Donc, d'abord, on peut, dans l'enveloppe contrat, on peut ouvrir ce qu'on appelle des fonds internes dédiés qui vont être des gestions vraiment sur mesure auprès de sociétés de gestion. Donc, vous confiez un mandat de gestion à une banque ou à une société de gestion indépendante avec un cahier des charges défini et vous avez un gestionnaire qui s'occupe au quotidien de gérer votre argent selon les objectifs que vous avez déterminés. Donc, ça permet d'avoir une gestion vraiment sur mesure et personnalisée, alors que dans un contrat français, on investit dans ce qu'on appelle des fonds communs de placement, donc dans des supports qui sont gérés pour une multitude de personnes. On peut avoir des fonds de private equity très intéressants pour des tickets d'entrée de 100 000 euros. À partir de 100 000 euros d'investissement, on peut avoir accès aux meilleurs fonds de private equity mondiaux et donc à la classe d'actifs en fait, qui est historiquement la plus performante dans le temps. Et enfin, pour des chefs d'entreprise ou pour des gens qui veulent des actions directes, on peut aussi loger les titres de son entreprise ou n'importe quel titre financier au sein du contrat. Donc, une grande flexibilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, le minimum d'investissement sur un contrat d'assurance pour ouvrir un contrat d'assurance vie, un vrai contrat d'assurance vie luxembourgeois, donc 100%, c'est 250 000 euros. Ça a vraiment du sens d'ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois à partir de 500 000 euros. Vous verrez que 500 000 euros de placement, c'est le seuil à partir duquel on peut faire une allocation un peu plus sophistiquée et c'est le seuil à partir duquel ça va vraiment avoir un intérêt financier par rapport à un contrat français. Et le seuil à partir duquel on peut utiliser tous les avantages d'un contrat luxembourgeois, dont par exemple l'effet de levier du crédit lombard. Donc, quand on a de l'argent placé, on peut aussi emprunter de l'argent auprès de l'assureur en contrepartie d'une prise de garantie sur son contrat. Pour ça, il faut avoir 1 million d'euros placés sur le contrat. Donc, voilà les différents seuils. 250 000 minimum. Ça a vraiment du sens d'ouvrir ça par rapport à un contrat français à partir de 500 000, je dirais. Et pour exploiter à fond l'enveloppe, il faut avoir 1 million d'euros placés. Pour les personnes qui ont donc des tickets d'entrée un peu inférieurs, donc il existe, comme je disais tout à l'heure, des contrats français sous supervision luxembourgeoise, accessibles à partir de 20 000 euros. Il va y avoir des options de gestion un petit peu quand même supérieures au contrat français, mais en gros, ça va être à peu près la même chose. Mais surtout, ça permet de bénéficier de la sécurité du Luxembourg, même sur des petites sommes. Les avantages fiscaux de l'assurance vie, encore une fois, dans le cas d'une expatriation au Portugal, l'important à comprendre, c'est que quand vous êtes au Portugal et que vous faites des retraits sur une assurance vie, au Portugal, il y a une fiscalité qui est très favorable après 8 ans sur les retraits que vous faites sur votre contrat. Donc, sur les frais, pour répondre à la question sur les montants, c'est du cas par cas. Les seuls frais qu'il y a en plus sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois que sur un contrat français, c'est les frais de la banque dépositaire. Donc, l'argent, comme je disais, il n'est pas logé dans les comptes de l'assureur, il est logé dans une banque et donc vous allez avoir des frais liés à la tenue de compte de l'assureur. Voilà pour ça. Donc, une fois qu'on a décidé d'ouvrir un contrat d'assurance vie parce que c'est une enveloppe avantageuse pour y loger son patrimoine, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait comme placement au sein de ce contrat. Donc là, là encore, je ne peux pas vous donner vos réponses toutes faites parce que l'idée, c'est de faire une allocation sur mesure en fonction de votre horizon de placement. Donc, on va se poser la question sur les sommes que je place, de quelle somme je peux avoir besoin de retirer dans les 3 ans, quelle somme je peux placer à un horizon 5 ans, quelle somme je peux placer à un horizon beaucoup plus long terme, quelle est ma tolérance aux fluctuations, quelle est la perte maximale que je suis prêt à accepter, etc. Et en fonction de ça, en fait, on répartit le capital placé sur différents supports d'investissement qui vont avoir différents degrés de risque et différentes espérances de rendement. Donc, quelqu'un qui a un profil prudent
bah, il va avoir une grande partie de son argent, peut-être 80%, placé sur des supports sécurisés et 20% placé sur des supports plus risqués, type marché action, private equity, pour aller chercher un petit peu de performance en plus. À l'inverse, quelqu'un qui a un horizon de placement long et qui peut prendre un risque supérieur, bah, il va avoir une partie plus importante de son capital risqué. Donc, en fonction du profil, on va avoir des évolutions de votre capital différentes dans le temps. Là, vous avez deux exemples. À gauche, c'est un graphe qui montre l'évolution d'un capital de quelqu'un qui a ouvert une assurance vie avec un profil équilibré, donc de risque, on va dire 5 sur 7 sur une échelle de risque sur 20 ans. Donc, cette personne-là, si elle avait investi 100 euros en 2018, aujourd'hui, elle a un peu plus de 400 euros. Donc, en un peu plus de 20 ans, elle a fait x4. Elle a fait une performance moyenne annuelle de l'ordre de 7% par an, avec une perte maximale à un instant T de moins 50%. À droite, vous avez un exemple de profil plus prudent, donc quelqu'un qui est prêt à prendre moins de risques. Donc, on voit que la courbe est beaucoup plus lisse. Lui, il a fait x3 au lieu de x4 sur son capital sur la même période. Il a fait une performance annuelle de 4,8% au lieu de 7 sur la même période. Par contre, à un instant T, il a eu une perte maximale de l'ordre de 15-20%, donc moins importante que celui qui a un profil équilibré. Donc, l'idée, c'est de voir en fonction de ses objectifs, quelle allocation adopter, quel objectif de rendement on prend, sachant qu'un rendement est toujours contrepartie d'un risque. Même quand on achète un bien immobilier, qu'on investit dans l'immobilier, vous prenez un risque. Si vous achetez un bien à Lisbonne, votre risque, c'est que l'immobilier à Lisbonne se casse la gueule, ou si c'est un investissement locatif, votre risque, c'est que le bien soit pas lié. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au contexte actuel? Qu'est-ce qui peut être opportun de faire au sein du contrat dans le contexte actuel? Donc d'abord, un petit point sur le contexte économique et financier dans lequel on est. Donc, comme chacun sait, on est dans un contexte inflationniste aujourd'hui. Dans tous les pays, on a une inflation importante en raison notamment des liquidités qui ont été injectées dans l'économie par les banques centrales dans la période Covid pour soutenir l'économie. Une inflation qui est renforcée par la guerre en Ukraine, la flambée des matières premières. En Europe, on est impacté par la faiblesse de l'euro qui maintenant est à un cours inférieur au dollar. On va sans doute avoir des tensions très fortes sur les énergies, avec des pénuries de gaz, des centrales nucléaires en France qui délivrent un peu moins parce qu'il a fait trop chaud, de l'éolien qui ne marche pas très bien parce qu'il n'y a pas eu de vent cet été. Donc, on a un certain nombre de facteurs qui vont continuer de soutenir cette inflation. Donc, on va rester dans un contexte inflationniste pendant quelques temps, même si ça devrait baisser. Face à ça, pour juguler cette inflation, on a des banques centrales qui augmentent leur taux d'intérêt, donc qui renchérissent le coût de l'argent. Pour ceux qui font des crédits, vous avez dû remarquer que les taux d'emprunt commencent à augmenter de manière sensible. Ces hausses de taux, ça a pour impact de freiner l'économie. Donc, on rentre dans un contexte où on va avoir pendant quelque temps un ralentissement des économies, voire on parle de récession dans certaines zones. Alors, la récession, ce n'est pas forcément un effondrement de l'économie, c'est simplement un ralentissement sur quelques mois. Mais du coup, on est dans un contexte qui peut paraître un petit peu stressant aujourd'hui. Pour autant, en parallèle, c'est un contexte qui accélère des mutations qui sont en place et qui sont sans doute positives sur le long terme. Donc, on assiste à une forme de démondialisation avec des pays qui veulent regagner leur souveraineté, notamment sur les sujets industriels, à une accélération de la transition énergétique. Donc, d'un côté, on est dans une situation un peu tendue, d'un autre côté, ça accélère des tendances qui sont porteuses sur le long terme. Donc, forcément, en termes de placement, il y a des opportunités. Les conséquences de ça, l'inflation, les politiques des banques centrales, etc., sur les marchés, c'est que depuis le début de l'année, on a une baisse assez forte sur les marchés financiers, quelles que soient les classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations. Mais cette baisse, elle n'est pas aussi forte sur toutes les choses. On voit que ce qui a énormément monté ces dernières années, c'est ce qui a le plus baissé. Et à l'inverse, il y a des titres et des formes de placement qui résistent plutôt bien. Et souvent, quand on est dans un contexte de tension comme on traverse aujourd'hui, c'est un prélude à un changement de leadership. Et souvent, on assiste à un changement de cycle, en fait. Et donc, dans le cycle qui va s'ouvrir,
sans doute que ce qui a le mieux performé ces dernières années, ça ne va pas forcément être les choses sur lesquelles il faut parier. Et à l'inverse, il y a des choses qui n'ont pas forcément bien marché au cours des dernières années qui pourraient avoir un potentiel plus important. Donc, on est dans un contexte un petit peu difficile, mais en même temps qui regorge d'opportunités sur pas mal de sujets. Donc, quelques exemples de thématiques d'investissement qui peuvent être intéressantes de jouer dans un contrat d'assurance vie aujourd'hui. Donc, d'abord, pour les personnes qui ont un degré de risque modéré, ben, il y a toujours des opportunités sur ce qu'on appelle les fonds obligataires, donc les fonds qui investissent dans de la dette d'entreprise de manière mutualisée. On a eu une forme de krach en fait, sur les marchés obligataires au début de l'année. Et là, on est à des niveaux très, très bas. Donc, quand on investit dans des sociétés de gestion sérieuses qui ont des historiques de performance solides, ben, il y a des points d'entrée intéressants sur ce type de placement. Aujourd'hui, on a des supports d'investissement qui ont des risques vraiment modérés, qui ont des rendements embarqués de l'ordre de 6-7% si on a un horizon de placement de 5 ans devant soi. Sur des placements plutôt actions, donc on l'a dit, les marchés ont baissé. On ne sait jamais quand les marchés arrêtent de baisser, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, ils remontent. Donc, investir dans des fonds actions qui privilégient des thématiques qui vont bénéficier du changement de cycle dont on parle, ça peut être intéressant. Des thématiques qui devraient être porteuses, selon nous, à l'avenir, c'est tout ce qui touche à l'industrie, à la réindustrialisation, aux infrastructures, aux entreprises de qualité qui vont avoir, de par leur business model, la capacité de répercuter dans leurs prix finaux aux investisseurs les hausses de coûts, l'inflation. Tout ce qui touche à la transition énergétique, tout ce qui touche à la digitalisation de l'économie, le cloud. Donc ça, c'est des thématiques qui devraient quand même rester porteuses pour des gens qui ont un horizon de placement assez long terme. Et enfin, je disais, sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut loger des fonds de private equity. Le private equity, ça consiste à investir de manière directe dans des sociétés non cotées, de participer à leur développement. On le fait via des fonds qui sont gérés par des ultra spécialistes qui ont des historiques de performance très forts sur le long terme. Et c'est historiquement la classe d'actifs qui est la plus performante avec une volatilité moindre. Donc aujourd'hui, à partir de 100 000 €, on peut avoir accès dans des fonds de fonds aux meilleurs fonds de private equity mondiaux. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bridgepoint, AG Capital, d'Apax, ce genre de fonds. Pour une petite partie de son capital, on peut y avoir accès dans le cadre de l'assurance vie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des opportunités, mais ce qui est important, c'est toujours de faire des choses qui nous correspondent, donc en termes de degré de risque, en termes d'horizon de placement, d'objectifs. Maintenant, pour conclure, donc quand on part au Portugal, on bénéficie d'un régime de faveur qui est intéressant sur les intérêts et les dividendes qu'on touche à court terme, avant 10 ans. Quand on sort de ce régime de faveur, on est fortement fiscalisé au Portugal sur tous ses revenus. Loger son argent dans une assurance vie, ça permet de sécuriser le cadre fiscal dans lequel on va être, donc d'être sûr d'avoir une fiscalité intéressante sur les plus-values qu'on fait dans le temps, après 8 ans. Ça permet de s'assurer d'avoir quand même un régime de transmission favorable si jamais on a des héritiers en France. Et surtout, au sein de l'enveloppe, ça permet d'investir sur tout ce qu'on veut, sur des actions, des obligations, du private equity, de l'immobilier, et donc d'avoir un choix très large de support d'investissement.